notre petite… attendez, réunion enregistrée. Notre moment, notre séquence. Si vous êtes la première personnalité invitée pour une première et une belle série co-organisée par le CEVIPOF et la Revue Civique. Et donc, on est ravis de vous avoir pour ces enjeux de confiance en général qui touchent la politique, mais aussi, évidemment, vous êtes le premier à le savoir, les enjeux et la réalité d'Internet. Donc, on va pouvoir lancer la réunion, je pense, si Martial est d'accord. C'est parfait, allons-y. Seconde. Et avant que vous n'avez pas de scoop sur le propos du Premier ministre 19h. Évidemment, si j'avais un scoop, c'est vraiment le lieu où le dire. Non, malheureusement, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Bon. Vous n'avez plus beaucoup à attendre, je voyais 3 heures. Oui, oui, non, mais notre patience est certaine. On peut démarrer, Jean-Philippe. Hein. Je pense que tu peux démarrer. Écoute, on fait un top sans faire de top, mais en tout cas, avec plaisir. Donc, on peut lancer l'enregistrement de notre séquence. Et merci à tous et à toutes. Si vous m'entendez bien et me voyez bien, nous sommes heureux avec Martial Foucault, le directeur du CEVIPOF, ici présent à l'écran, de vous accueillir dans ce bel espace numérique sans frontières. Et c'est son grand atout aussi pour cette première. Et c'est une belle série qui commence aujourd'hui d'entretiens avec de hautes personnalités sur un enjeu qui est devenu majeur aujourd'hui pour la France et d'autres pays, mais en France, qui est celui de la confiance. Martial Foucault vous dira quelques mots au nom du CEVIPOF sur cette problématique devenue centrale pour la société française, société politique, mais société tout court, puisque le CEVIPOF porte chaque année un très beau baromètre, enquête d'opinion, dit baromètre de la confiance, de creuser le sillon d'une réflexion aboutie sur ce sujet, parce que ça nous semble important pour tous les secteurs et tous les pans de la société. Bon, je me présente en 2 mots, je suis le fondateur et directeur de la Revue Civique, auteur et chroniqueur pour divers médias, et c'est vrai que ça fait des années que je suis intéressé et même préoccupé, je peux vous le dire et vous le confier, par la montée des défiances, plurielles défiances dans notre société, dans notre débat public, et parfois avec des formes de radicalité qui peuvent perturber non seulement le débat public, ce n'est pas bien grave, mais aussi le socle démocratique et républicain en France. En tout cas, ce sujet nous paraît très important à approfondir, et je voudrais remercier au nom de tout le monde le membre du gouvernement qui a accepté très spontanément d'être présent. Merci Cédric O, parce que votre champ de compétences est très important aujourd'hui, le numérique, mais aussi en tant que membre du gouvernement, vous avez évidemment un rôle à jouer dans le rétablissement de la confiance qu'on s'est dégradée depuis longtemps hein, déjà concernant les institutions politiques. Alors le déroulé de notre moment est très simple, sera en 2 temps. Le premier temps, après le petit propos d'introduction que je fais avec Martial Foucault, vous-même, Cédric O, vous aurez le loisir autour de 15-20 minutes de poser votre diagnostic sur le sujet de la confiance, mais aussi exposer les actions et de vos propositions d'action pour le proche avenir et même l'immédiat en tant que membre du gouvernement. Et ensuite, nous aurons le loisir, et vous aurez le loisir, cher public présent, amis de la Revue Civique ou de CEVIPOF ou d'ailleurs, et de poser vos questions par le biais, vous avez en bas de votre écran le module questions-réponses qui est très simple, où vous pouvez exprimer, si c'est besoin selon vous, hein, selon votre Cédric O, sur le et les sujets qu'il évoquera ou ceux qu'il pourrait évoquer davantage. Voilà, c'est un échange très simple, très productif des faits qui va s'échelonner tout au long de l'année 2021. Et c'est vrai que les profils de nos personnalités invitées vont
vont être très variées, politiquement parlant déjà, puisqu'il y aura des personnalités non seulement de la majorité, mais de l'opposition, bien naturellement. Et je peux vous annoncer la disponibilité qui vient de nous être indiquée récemment de l'ancien président de la République, François Hollande, qui sera notre invité de questions de confiance le 15 avril. Il y aura d'autres personnalités, d'autres sensibilités, sans doute de l'univers LR ou d'Europe Écologie Les Verts. Bref, il y aura la pluralité dans ces rendez-vous et nous remercions encore une fois le CEVIPOF d'avoir eu cette initiative commune avec la revue civique. Je vous précise qu'il y aura aussi des personnalités de la société civile, parce que cet enjeu de la confiance concerne la société tout entière et c'est vrai que nous devons aussi associer dans les réflexions des acteurs du monde syndical, du monde de l'entreprise, du monde des médias. Et nous aurons sur les médias, par exemple, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui s'appelle Roch-Olivier Mestre, qui préside cette haute autorité de régulation de l'audiovisuel. Et ce sera le 8 avril prochain, et on vous avertira bien évidemment. Je reprends mes petites notes quand même pour dire quelques mots sur notre invité en l'ayant remercié, Cédric O. Pour le présenter en quelques mots, ça sera court, je vous rassure. Donc Cédric O, vous êtes jeune, hein, vous avez 38 ans. Vous êtes né… question de perspective, si je puis me permettre. Comment? C'est une question de perspective, la jeunesse. Oui. Vous êtes né à Labrelle, dans le Rhône. C'est une petite ville de 6 000 habitants, donc vous connaissez aussi des agglomérations de petite taille, mais vous avez passé partie de votre vie, notamment de scolarité à Lyon, puisque vous étiez scolarisé à Lyon avant de monter, comme on dit, un peu bêtement d'ailleurs, à Paris et d'aller dans l'univers de HEC, où vous avez connu d'ailleurs un camarade, vous avez sympathisé avec lui, qui s'appelle Stanislas Guérini, qui est aujourd'hui le délégué général de votre mouvement, La République En Marche. Précisons que vous avez été le directeur adjoint de la campagne présidentielle victorieuse de François Hollande en 2012 et que vous avez été dans le premier cercle de la fondation de La République En Marche dès 2016. Et vous êtes entré au gouvernement Édouard Philippe en mars 2019 et reconduit au gouvernement de Jean Castex en juillet 2020. Donc, de ce point de vue-là, en tout cas aux yeux de l'exécutif, vous n'avez pas démérité puisque vous avez été reconduit dans vos fonctions. Juste un mot pour dire que la diversité vous concerne personnellement puisque familialement, vous êtes fils d'un père coréen et d'une mère qui est enseignante et originaire de Lyon. Voilà, votre ancrage géographique a été dans cette région Rhône-Alpes avant donc d'être parisien par vos études supérieures à l'école des hautes études de commerce HEC. Voilà, je vais m'arrêter là. Vous avez été aussi actif professionnellement dans le domaine de l'industrie, puisque vous avez été dans un grand groupe industriel chez Safran. C'est un des fleurons de notre industrie française. La branche moteur, si j'ai bien lu, la branche moteur qui était réputée avant 2016 sous le nom de Snecma. Et je pense que votre moteur a plutôt été politique ensuite, qui vous a propulsé auprès d'Emmanuel Macron, et vous nous direz peut-être pourquoi c'est Emmanuel Macron qui vous a le plus motivé en 2016 pour agir en politique. En tout cas, merci à vous d'être présent. Merci à Martial Foucault d'avoir volontiers reçu l'idée d'organiser ces rendez-vous. Et Martial, je te laisse la parole pour présenter cette problématique qui importe beaucoup à CEVIPOF. Oui, merci Jean-Philippe. Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si on salue les zoomers, les zoomeuses, mais je voudrais remercier le ministre qui a accepté d'inaugurer ce cycle de rencontres, questions de confiance, qui seront donc des entretiens comme l'a précisé Jean-Philippe. Alors, pourquoi organiser un cycle de rencontres avec des hautes personnalités sur la confiance? Parce que il y a deux raisons fortes. La première, c'est un objet de recherche sur lequel le CEVIPOF, depuis plus de 10 ans, s'est penché, et je dirais peut-être avant beaucoup d'autres, considérant, tout cela a démarré en 2009, considérant qu'au sortir de la crise économique et financière, voire même au cœur de cette crise, nous avions repéré dans l'opinion des mouvements qui permettaient d'expliquer différemment à la fois des attitudes politiques, des positionnements politiques et parfois des choix de vote
au regard de la confiance. Alors une fois que, et je ne vais pas faire ici une tentative de définition de la confiance, on sait que c'est un sujet de controverse. Est-ce que le contraire de la confiance est la défiance ou bien est-ce la méfiance? Des sujets passionnants et qu'on aura peut-être l'occasion d'aborder dans un deuxième temps aujourd'hui. Mais je dirais que la première raison nous oblige aujourd'hui à considérer la confiance par rapport à la position très singulière de la France parmi l'ensemble des pays européens, position singulière parce que la France se démarque comme étant un des pays où le niveau de confiance politique est le plus faible. Alors, il y a beaucoup d'organisations qui pâtissent de ce manque de confiance, bien sûr les partis politiques, mais aussi les syndicats, également les entreprises de presse, les médias, sont d'une certaine manière dans un océan de défiance. Alors ça, je dirais que c'est ce qu'on peut appeler la confiance institutionnelle par rapport à des autorités incarnées qui aujourd'hui représentent à la fois le monde politique, mais aussi l'ensemble des corps intermédiaires. Et puis, il y a une deuxième dimension qui est la confiance, je dirais, qui fait le contrat social, c'est-à-dire la confiance interpersonnelle, la confiance vis-à-vis des autres. Et dans cette période de crise sanitaire, on voit bien que cette dimension de confiance vis-à-vis d'autrui est, d'une certaine manière, est interpellée, elle est malmenée, et elle nous permet aussi de comprendre, sous forme de paradoxe, dans une société française très défiante vis-à-vis des autres, c'est aussi une société qui montre des signes très très forts de respect, d'obéissance d'un ensemble de mesures sanitaires, de gestes barrières. Alors pourquoi je dis paradoxe, et on pourra peut-être en discuter, paradoxe parce que là où dans des pays, je prends la Suède ou je prends l'Autriche, où on a des niveaux de confiance institutionnelle très élevés, des niveaux de confiance sociale très élevés, on ne peut pas dire qu'on a des niveaux d'obéissance les plus élevés. Alors, je ne dis pas qu'on a le bonheur d'avoir une société défiante pour que des mesures sanitaires soient respectées, mais ça doit nous interpeller, et j'en terminerai par là, au fond, cette crise sanitaire a aussi introduit, et c'est de votre ressort, Monsieur le Ministre, la question du numérique ou plus largement la question du digital. Je ne vais pas revenir sur l'application Stop Covid, même si vous avez le loisir d'évoquer avec nous ce que nous dit cette application et la confiance vis-à-vis d'instruments digitaux comme cette application. Mais elle introduit pour moi une dimension fondamentale, c'est qu'en cas de crise, lorsqu'on traverse des chocs aussi violents que ceux que nous traversons aujourd'hui, qu'est-ce que la confiance nous dit aujourd'hui du rapport des citoyens vis-à-vis de leurs dirigeants? C'est une première dimension que l'on va explorer tout au long de ce cycle. Et puis, dans un deuxième temps, comment le digital, comment le numérique, on sait que vous avez été très impliqué sur la question de la haine sur les plateformes numériques, comment réguler parfois ce déversement de haine. Elle introduit une nouvelle manière de penser le rapport aux autres. Et effectivement, ce qui avant était le lot commun des salles de meeting, des places de marché où chacun pouvait interagir sans filtre, aujourd'hui, le digital et le numérique modifient considérablement le rapport à l'autre et le rapport à la politique. Donc, c'est un peu dans cet esprit que on vous remercie, et au nom de la revue civique Jean-Philippe Moinet et du CEVIPOF Sciences Po, on vous remercie très chaleureusement d'avoir accepté de jouer et non pas j'allais dire, d'essuyer les plâtres. On n'essuie jamais les plâtres sur une première, parce qu'on sait que vous avez beaucoup de choses à nous dire sur la confiance. Donc, encore une fois, un très grand merci, et on vous cède la parole avant le deuxième temps qui sera un échange avec l'ensemble des personnes qui nous ont rejoints. Merci infiniment. Alors, merci beaucoup. Merci à la Revue Civique et au CEVIPOF pour leur invitation sur un sujet qui, je crois, d'abord, à titre personnel, me passionne. Je lis les baromètres du CEVIPOF régulièrement sur la confiance dans le politique, notamment les médias, etc. Et qui, je pense, est au cœur des sujets d'interaction entre le numérique et la démocratie et dans les grandes transitions technologiques, mais aussi démocratiques que nous vivons. Alors, je vais essayer de ne pas être très long, mais de partager un certain nombre de considérations et de convictions avec vous, et peut-être partager la manière dont moi-même, en tant que responsable politique, qui a eu, vous l'avez dit tout à l'heure, un parcours un peu, on va dire, hétérodoxe en politique, j'ai pu
tourner autour de ces questions-là et puis prendre peut-être un angle particulier, mais qui est aujourd'hui très inhérent à notre société, qui est celui des interactions entre le numérique, cette question de confiance, le numérique, la question du progrès, etc., etc. Mais peut-être commencer, puisque vous m'y avez invité tout à l'heure, par ma petite histoire personnelle, puisqu'il y a quand même certaines adhérences avec les sujets qui nous occupent aujourd'hui. Donc, moi, effectivement, vous l'avez dit, j'ai été diplômé d'une grande école de commerce en 2006 et j'ai eu un parcours qui a fait des allers-retours entre le public et le privé, avec une conviction qui a toujours été la mienne, que le plus passionnant dans la vie était le service de l'intérêt général, le service de l'État, mais qu'il ne fallait jamais y rester trop longtemps, faute de quoi, en tout cas, on arrivait à une distorsion de la réalité et qu'il était impératif que les responsables politiques conçoivent leur engagement comme un engagement et pas comme un métier, et qu'ils puissent aller voir dans la société civile de manière assez régulière, se confronter à la réalité de la vie. C'est ce qu'à mon humble niveau et avec ma carrière qui n'est pas encore trop longue, j'ai fait, puisque effectivement j'ai été diplômé, j'ai travaillé pour Dominique Strauss-Kahn, je suis reparti dans une PME, je suis revenu pour travailler avec Pierre Moscovici dans les gouvernements, enfin dans la campagne, puis dans le gouvernement Hollande. Je suis reparti chez Safran pendant 3 ans et je suis revenu d'abord conseiller du président de la République et ensuite ministre de la République. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que il y a eu un moment de rupture dans mon parcours qui est en 2014 ou 2013-2014, quand je quitte les gouvernements Hollande et je quitte le service de Pierre Moscovici, qui était à l'époque le ministre de l'économie et des finances. Je le quitte pour une raison personnelle qui est d'un parcours personnel, de vouloir aller voir autre chose, et une raison politique qui est que il y a des personnes remarquables dans le monde politique à ce moment-là, mais je considère que le principal objectif de ce monde est devenu d'être réélu pour des raisons très humaines et très, très compréhensibles, que les politiques aidant des professionnels et leurs revenus personnels, leur qualité de vie et leur représentation, représentation sociale, en tout cas leur position sociale étant déterminée et conditionnée par l'élection, la nécessité d'être réélu et le fait de faire des parcours politiques toute leur vie distord le système et fait qu'il y a un problème démocratique majeur qui est que, de manière très concrète, et d'ailleurs on l'a vu suite à l'élection d'En Marche, il y a eu un certain nombre de députés qui avaient été députés toute leur vie, qui étaient du coup devenus très difficilement employables dans la vie réelle, qui se sont retrouvés dans des situations sociales et économiques catastrophiques, perdant leurs revenus, se retrouvant en RSA. Les exemples ne sont pas très nombreux, mais il y a des exemples. Montrant par là, par l'absurde, ce qui avait toujours été au cœur de l'engagement d'Emmanuel Macron, avec tous les problèmes que cela peut poser, c'est-à-dire de dire que dès lors que votre revenu et votre niveau de vie dépendaient du fait d'être élu, alors votre premier moteur, pour reprendre votre image, serait d'être réélu. Et que donc, il y avait un problème à travers la professionnalisation de l'ensemble de la vie politique. Et donc, à cette époque-là, je pars me disant que tout cela est problématique et tout cela va très mal finir, sans savoir que il y aurait le quinquennat d'Emmanuel, enfin en tout cas l'aventure Emmanuel Macron. Pour des raisons de connaissances personnelles, de proximité. Il se trouve qu'ensuite, donc je pars me disant que je pars pour très longtemps. Je n'avais pas prévu l'aventure Macron. L'aventure Macron arrive, elle commence pour moi à l'été 2015, donc j'étais dans les tout premiers, dans les fondateurs d'En Marche. Et la première chose qui m'attire, au-delà du programme d'Emmanuel Macron et de la personnalité d'Emmanuel Macron, c'est le caractère non professionnel de la politique, de l'ensemble des gens qui s'engagent. Et encore aujourd'hui, je considère qu'un des apports majeurs de la République En Marche à la vie politique, avec énormément de problèmes embarqués par cette-là, c'est que 90% des gens qui sont aujourd'hui députés de la République En Marche ne faisaient pas de politique en 2015. 90%. Je crois que les députés de la République En Marche qui étaient députés dans la législature d'avant sont au nombre de 13 sur 300 lorsqu'ils ont été élus. Ce qui ne veut pas dire que les gens n'ont pas fait de politique, la plupart n'en avaient pas fait, mais certains en avaient fait. Mais je considérais qu'il est très sain que les gens aillent et viennent en politique parce que leur vie ne dépend pas de la politique. Et il y avait d'ailleurs une adhérence très forte avec la question de la confiance, c'est qu'il me semblait
que le fait que ces personnes viennent de la vraie vie, pardon de cette expression un peu triviale, mais c'est le cas, étaient susceptibles de retisser un lien entre la politique et les élus, les gens se rendant compte que ceux qui ont été élus étaient plus proches de leurs préoccupations, puisque 1 an ou 2 ans avant, ils y étaient encore. Est-ce que l'opération a réussi? Partiellement. En tout cas, force est de constater qu'elle n'a pas arrêté le délitement de la confiance dans le personnel politique. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela, mais je reste persuadé que, encore aujourd'hui, ça reste un atout, en tout cas une caractéristique particulière de cette majorité-là, et quelque chose dont, à titre personnel, je reste le plus fier, même si cela a posé énormément de problèmes, d'inexpérience, d'incompréhension a priori de la manière dont fonctionnait ce monde, des codes particuliers à la Ve République, de la difficulté des députés de la majorité, etc. etc. Mais voilà, je pense que voilà, pourquoi je rappelle ça, je n'avais pas prévu de l'évoquer, mais vous évoquiez mon parcours personnel et il a été irrigué par ça. Je pense, par ailleurs, je ne sais pas si ça aura un gros impact sur la confiance, qu'il est impératif que des gens comme moi, qui ont été dans le privé, qui ont été ministres, repartent de travailler dans la société civile ou dans les entreprises. Et je trouve, à cet égard-là, la psychose française sur les conflits d'intérêts extrêmement contre-productive sur les parcours et la connaissance des hommes politiques du sujet. Non pas qu'il ne faille pas le traiter, ça fait partie d'ailleurs de la confiance, mais je pense que c'est un élément du sujet dans la proximité entre les élus et le peuple. Alors, pour ne pas être trop long, parce que c'est un sujet sur lequel je pourrais parler plusieurs heures, quelques considérants. D'abord, parce que je pense qu'il y a un sujet dans la question de la confiance et dans la question de la défiance de la société française, des sociétés occidentales, mais dont la société française est le paroxysme. Alors, juste pour rebondir sur ce que disait Martial Foucault, la relation entre confiance et respect des règles est plus compliquée que ça, parce qu'en Asie, il y a beaucoup de confiance et beaucoup de respect des règles. Étant à moitié coréen, c'est une société que je connais bien. Les Coréens sont majoritairement confiants dans l'avenir, de moins en moins, mais ça, dans des proportions qui n'ont rien à voir avec celle de la France, mais on sent chez la jeunesse une diminution de la confiance dans l'avenir. Ils respectent beaucoup les règles. Je pense qu'il y a une complexité qui est plus compliquée que ça. Il me semble que, moi, ce que je suis frappé, c'est les résonances entre la question de la confiance et la question de la foi dans le progrès, qui, je trouve, suivent des routes absolument parallèles, et d'ailleurs, dont d'ailleurs on peut faire souvent des parallèles, mais c'est assez évident, entre les pays relativement confiants et les pays qui pensent relativement que leur avenir proche sera, ou lointain, sera meilleur que leur présent. Le paroxysme de cela étant les pays asiatiques notamment. Je pense qu'un pays comme la Chine, ou même un pays comme la Corée ou comme les pays asiatiques, ont une foi extrêmement forte dans le progrès et sont parmi les pays qui sont le plus confiants. C'est assez logique d'une certaine manière, dans la mesure où, dès lors que tout est perdu, il suffit de sauver ce qui peut l'être. Dès lors que demain sera meilleur collectivement qu'aujourd'hui et qu'on est tous dans le même bateau pour aller vers demain, alors l'autre est moins un adversaire, ou en tout cas un ennemi, ou un opposant, pour essayer de retirer le maximum d'un gâteau qui se réduit. Je caricature un peu, c'est peut-être de la psychologie de comptoir, mais en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose d'assez vrai, ayant à titre personnel la capacité de juger de la psychologie de la Corée du Sud, par exemple, puisque mon père est coréen et y habite, et de la psychologie française, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup marqué. Alors, et il est vrai qu'en la matière, la France est probablement un des pays où la défiance est le plus élevée. La France est aussi l'un des pays qui aujourd'hui croit le moins dans le progrès et dans le progrès technologique. Et cela ressort de diverses études. Vous citiez tous anti-Covid, on peut citer la 5G ou les vaccins. Il n'y a quasiment pas un pays qui, en Europe ou dans le monde, est plus défiant vis-à-vis de cette question de la technologie. Alors pourquoi sommes-nous
particulièrement rétif à la question du progrès, à la question technologique. J'avoue d'abord, très honnêtement, que je n'ai pas la réponse, en tout cas que je n'ai pas de réponse définitive. J'ai peut-être quelques pistes, mais d'abord, je pense que c'est un problème. Je me rappelle d'un épisode qui m'avait beaucoup marqué, qui était il y a 3 ans. Chaque année, avant le Covid, le président recevait les plus grands dirigeants des grandes entreprises d'Internet du numérique à l'Élysée. Jack Ma était venu, donc le président d'Alibaba, et je veux dire, la différence de dynamique était frappante. Et c'était la première chose. Donc, il a pris la parole devant un parterre, devant le président. La première chose qu'il a dit, mais le problème des Européens, c'est qu'ils ont peur. Vous avez tout le temps peur de vous faire dépasser par les Chinois, vous avez peur qu'on vous pique vos données, vous avez peur de perdre votre emploi, vous avez peur. Dans le fond, la seule chose dont vous devriez avoir peur, c'est de votre peur elle-même. C'est vraiment la paraphrase de Churchill, « There is nothing to fear but the fear itself ». Et il disait, mais vous savez, c'est assez simple. Pourquoi vous avez peur? Parce que les vieilles personnes ont peur. Les jeunes, ils n'ont pas peur. Et je pense qu'il y a... c'est une des pistes que moi j'évoque, c'est nous sommes à l'orée d'une très grande transformation. Nous ne sommes pas à l'orée, nous sommes rentrés dans une très grande transformation. 2 d'ailleurs très grandes transformations qui sont complètement structurantes pour notre économie, notre société, notre démocratie. La transition environnementale d'un côté, la transition numérique de l'autre. De la même manière que la mécanisation a complètement bouleversé les rapports de force internationaux, les relations sociales, la démocratie, le monde du travail, etc., à la fin du 19e, au début du 20e, la révolution numérique est en train de remettre à zéro la manière dont nous nous éduquons, dont nous nous formons, les rapports de puissance économique et géopolitique avec l'émergence de la Chine et le risque de déclassement de l'Europe, mais également les relations de travail, la démocratie avec les fake news et même la manière dont on interagit avec les autres entre les visios ou les réseaux sociaux. Et dans cette grande remise à zéro, la France et l'Europe ont beaucoup à perdre. Et je fais le parallèle avec ce que je vois en Corée du Sud. La Corée du Sud est un pays il y a un miracle coréen, puisque la Corée était le pays le plus pauvre du monde en 1960, et que 60 ans plus tard, ils sont plus riches que l'Italie ou l'Espagne en revenus par tête de PIB. Il n'y a aucun pays qui a réussi à le faire, à multiplier son PIB par 200. Eh bien, les personnes âgées en Corée sont beaucoup plus optimistes que les nouvelles générations, qui, elles, ne voient plus cette amélioration au fil de l'eau et cette perspective d'amélioration. Et donc, je pense, il me semble qu'il y a dans cette relation au progrès qui a des répercussions sur la confiance interpersonnelle, encore une fois, parce que quand on est sur le Titanic, c'est un peu sauf qui peut, chacun pour soi. Je ne pense pas que nous soyons sur le Titanic, mais je fais une image, j'essaie d'avoir une image la plus parlante possible. Je pense aussi que dans ce rapport au progrès, ce rapport à la technologie, il y a une question de souveraineté. C'est que la technologie est aujourd'hui systématiquement évoquée, ou vue, ou perçue comme un outil, un syndrome de notre asservissement et de notre perte de maîtrise individuelle, collective et souveraine. Alors qu'elle était, je fais encore là de l'histoire de comptoir, mais en 1945, entre 1945 et 1975, la technologie est le vecteur de la reconquête de l'indépendance et de la souveraineté française dans un récit national qui est celui du rattrapage et qui est celui porté par le général de Gaulle de la reprise en main. Aujourd'hui, la technologie, c'est les GAFA, c'est nos données qui s'en vont, c'est les Chinois qui sont plus forts que nous sur la 5G, etc. etc. Je caricature là encore, mais je pense qu'il y a un sujet de maîtrise de notre destin collectif. Et par ailleurs, vous m'invitiez à évoquer le sujet de tous anti-Covid. Le sujet de tous anti-Covid, moi, me fait retenir 2 choses. D'abord, la défiance vis-à-vis de tous anti-Covid n'est pas une défiance vis-à-vis de la technologie, me semble-t-il. Elle est majoritairement une défiance vis-à-vis du gouvernement. Elle est majoritairement une défiance vis-à-vis du gouvernement. Les mêmes personnes qui ont peur que leurs données soient captées par le gouvernement, alors même que la Commission nationale informatique et liberté a certifié à 3 reprises qu'il n'y avait aucun problème, n'ont aucun problème à s'inscrire sur Google ou sur Facebook et à donner l'ensemble de leurs données à des entreprises privées dont on sait ce qu'elles font
et qui en tire un profit bien plus profond que le gouvernement. Je pense que cela traduisait ça. Et la deuxième chose, si on regarde, ce qui est assez intéressant dans ce rapport ambivalent à la technologie, qui là sort un peu de la confiance, c'est qu'il y a un rapport très ambivalent justement des Français à la technologie. Vous avez eu deux moments dans Stop Covid, vous avez eu le moment et Tous Anti-Covid, le premier lancement et le deuxième lancement. Le deuxième lancement, le grand changement de Tous Anti-Covid, c'était le timing. L'application est sortie à un moment où on avait beaucoup plus peur, entre guillemets, ou en tout cas qu'on sentait que ça allait durer. Et deuxièmement, on a mis dans Tous Anti-Covid des fonctionnalités qui n'étaient pas dans Stop Covid. L'attestation de sortie, les statistiques, demain les QR codes au restaurant, voire le pass sanitaire. Résultat, première application, usage uniquement sanitaire, 2,3 millions de personnes qui l'ont téléchargé, ou 2,8, je ne sais plus. Deuxième application, des usages au quotidien, 13,5 millions de personnes qui le téléchargent. Ce qui fait qu'il y a une déconnexion, mais c'est comme toujours dans le numérique, entre le citoyen et le consommateur. Le consommateur est toujours un très grand adepte de l'expérience utilisateur. Et s'il ne fait pas confiance dans un outil, mais si l'outil est extrêmement pratique, il l'utilisera quand même. Donc il y a un rapport plus ambivalent à la technologie que... voilà, il y a une schizophrénie entre le citoyen et le consommateur. Pardon d'être un peu long. Dernier élément que je voulais évoquer, j'ai conscience que les choses sont plutôt... le temps étant limité, je touche à certains sujets, c'est la question du rôle du numérique sur la confiance et la démocratie. Et sur ce sujet, j'ai été extrêmement intéressé par le dernier livre de Gérald Bronner, Apocalypse cognitive. Je trouve qu'en général, les travaux de Gérald Bronner sur la question de l'espace communicationnel et du marché cognitif, entre guillemets, sont toujours extrêmement intéressants parce qu'ils nous obligent à aller à l'os du problème. Si on regarde, par exemple, l'impact des réseaux sociaux sur la confiance, que je vais lier assez largement à la désinformation et à la propagation de ce qu'il est convenu d'appeler des fake news, ce que montrent les travaux de Gérald Bronner est très intéressant. Ce que montrent les travaux de Gérald Bronner, qui s'appuient en cela sur beaucoup d'études comportementales américaines, c'est que le problème, ce n'est pas le numérique et les réseaux sociaux. Le problème, c'est le comportement hérité de millions d'années d'évolution du cerveau humain face à l'information. C'est le fait que, entre une information vraie mais désagréable et une information fausse mais rassurante, votre cerveau préférera toujours l'information fausse et rassurante. C'est le fait quand une information violente et frappante est une information et une bonne nouvelle, votre cerveau, parce qu'il avait toujours besoin de processer d'abord les risques, processera toujours d'abord l'information violente et l'information frappante. Je ne vais pas continuer l'exemple. Et le problème, c'est cet état de fait mis en face de la dérégulation du marché cognitif permise par le déploiement d'Internet et les réseaux sociaux. Empiré évidemment par les silos informationnels, les chambres d'écho, etc. Mais le problème auquel nous devons faire face, c'est un problème de boulimie de l'esprit humain, si je puis m'exprimer comme ça. Lorsque la communication était de facto contrainte par un certain nombre de cadres physiques qui faisaient qu'elle était filtrée par les médias, par les livres, par la communication politique, il y avait des stabilisateurs automatiques qui permettaient d'éviter de donner libre cours à ce que notre cerveau aimait. Maintenant que le marché cognitif est dérégulé, vous pouvez très bien avoir 10 informations crédibles à côté d'une information violente, fausse, etc. Votre cerveau ira à l'information fausse. Et donc, dit d'une autre manière, le problème auquel nous sommes confrontés est un problème de surestimation de la maturité de nos démocraties, me semble-t-il. C'est-à-dire que nous avons probablement surestimé le niveau de maturité démocratique de nos démocraties. Et face à ce problème-là, les sujets de long terme, la solution de long terme ne peut être que dans la formation et l'émancipation des citoyens. Le problème auquel nous sommes confrontés est que cela prend du temps et que éduquer à l'esprit critique prend des années. Je renvoie là encore aux travaux de Gérald Bronner, citant des recherches américaines qui montrent que quand vous étudiez sur les personnes qui sont membres d'une secte, entre le jour où une personne d'une secte a un doute
rationnelle sur la validité des thèses, aussi ubuesques soient-elles, d'une secte, et le jour où elle quitte la secte, il faut 8 ans. Et donc, sortir, en tout cas apprendre à des citoyens à sortir d'un enfermement conceptuel et cognitif et à prendre de la distance par rapport à ce qu'ils pensent, prendra du temps. Mais c'est absolument indispensable. Nos démocraties aujourd'hui n'étaient pas prêtes, en tout cas notre mode de fonctionnement n'était pas prêt à la dérégulation du marché cognitif qui est liée au numérique. Pourquoi je dis ça en lien avec la confiance? C'est que je pense que la question de la confiance ne peut pas se concevoir en soi. Elle se conçoit dans un marché de l'information qui a des interactions sur vos croyances et que le marché de l'information, de la manière dont il est régulé, poussera systématiquement et mécaniquement à la diminution de la confiance compte tenu de la représentation du monde qu'il vous offre ou que votre cerveau dessine à partir des informations qui sont disponibles. Et donc, je pense qu'il y a un sujet de formation, il y a un sujet de régulation, la question de la régulation de l'espace informationnel d'Internet, que ce soit par les réseaux sociaux ou plus largement sur le web, est une question éminemment urgente et brûlante. On a vu avec ce qui s'est passé au Capitole aux États-Unis. Je pense, à titre personnel, que ce n'est pas la fin et l'apogée, mais que le début. Et je ne vois pas ce qui nous empêche d'avoir la même chose en France ou en Europe. Cette question de la régulation pose des questions qui sont elles-mêmes liées à la question de la confiance, parce que la seule entité capable de réguler l'espace informationnel, c'est l'État. Demander à l'État de réguler l'espace informationnel au moment où la confiance en l'État est le plus bas de l'histoire, c'est très, très compliqué. C'est compliqué. Très, très compliqué. Voilà. Je vais en terminer là, compte tenu du fait que je crois que j'ai déjà été très long. Mais comme vous le dites, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je suis évidemment ouvert à toutes les questions. Monsieur le ministre, merci beaucoup pour ces premiers éléments d'information sur vos champs de réflexion et d'action concernant la régulation. Je propose, si Martial est d'accord, peut-être qu'une personne de nos amis présents dans le public puisse intervenir en question, sachant que j'en ai une première à évoquer, mais je sais que nous voulions associer dans ces échanges un représentant de la presse régionale, parce qu'on s'est dit que la question de la proximité est un des critères d'appréciation positive de la confiance quand il concerne ce critère, les médias. Et quand les médias fonctionnent bien, on voit que c'est la presse de proximité qui fonctionne le mieux. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas qu'un représentant, et je crois qu'il y a un représentant de la presse régionale du Nord, la Voix du Nord, qui vous écoute avec attention depuis le début et pourrait intervenir en questionnement. Mais j'en avais une au préalable avant qu'il puisse intervenir. C'est que le sujet que vous avez évoqué, on voit bien, on observe et on subit les assauts sur les réseaux sociaux de ce qu'on peut nommer un agrégat de radicalité plurielle qui s'exprime en violence, en menace. Et malheureusement, on a vu avec l'épisode Samuel Paty qu'un professeur dont les propos et l'attitude a été totalement transformés et diffusé. La transformation de ses propos par les réseaux sociaux ont abouti à ce qu'on a malheureusement vu le concernant. Et c'était un épisode tragique qui a fait prendre conscience qu'il y avait peut-être quand même, malgré ce que vous dites, et on comprend que l'État lui-même, l'objet de défiance, n'est pas toujours le mieux placé pour agir en régulation, mais néanmoins, il y a une course de vitesse en ce domaine entre la propagation du tout et parfois du n'importe quoi, et qui peut aboutir à des violences. Et donc, ma question est, pour actualiser nos informations, est-ce qu'une hypothèse qui était apparemment caressée et esquissée par le gouvernement lui-même d'intégrer dans la loi dite séparatisme des éléments de régulation plus contraignants, on va dire, en tout cas plus régulateurs des réseaux sociaux en particulier, est d'actualité ou pas du tout? Alors, pour répondre très directement à votre question, oui. Nous avons introduit en première lecture à l'Assemblée nationale un article, le terme est juridiquement incertain, mais de pré-transposition de la directive du règlement Digital Services Act dans le PJL séparatiste, qui postule deux choses pour aller très rapidement au but. Un, la transparence des mécanismes de modération des plateformes, algorithmiques ou humains. Pourquoi tel contenu est mis en avant, pourquoi tel contenu est retiré, pourquoi tel autre ne l'est pas, combien y a-t-il de modérateurs, et par ailleurs qui permet sur la question de la haine en ligne
au CSA s'il estime que telle ou telle plateforme ne fait pas les efforts nécessaires, algorithmiques ou humains encore une fois, qui permettra au CSA, une fois la loi adoptée et le décret pris, de contraindre les plateformes à faire leurs meilleurs efforts pour faire en sorte que le sujet ne prospère pas. Je fais un aparté. C'est un sujet qui est un sujet européen d'abord, que nous avons décidé d'anticiper au niveau français, mais il est très intéressant de discuter avec nos partenaires européens de la différence culturelle sur le sujet. Certains pays estiment en Europe que ce genre de disposition est une folie, car elle conduit l'État à intervenir dans le champ de la liberté d'expression. Et dans certaines cultures, la culture américaine, mais certaines cultures européennes aussi, l'équilibre doit plutôt tendre vers la liberté d'expression au prix de la régulation des contenus. Mais on voit que ce sont des démocraties, hein, donc la question est très complexe, y compris d'un point de vue politique et éthique. Oui, notamment par rapport à l'univers anglo-saxon. Et c'est vrai que nous avons une exception française qui est républicaine aussi, et qui est d'ailleurs en termes de législation singulière, notamment dans le domaine de la loi de la presse, qui n'a pas toujours les équivalents dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. Mais merci de nous dire que c'est quand même resté d'actualité dans les intentions du gouvernement d'intégrer de nouvelles dispositions à partir du projet de loi ou du train législatif qui était en perspective, à savoir la loi dite anti-séparatisme. Merci beaucoup. Et peut-être que Julien Lecuyer de La Voix du Nord peut, de manière audio ou visuelle, ou les deux, intervenir. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Merci beaucoup, Julien, donc représentant de La Voix du Nord. Et merci d'être là. Nous aurons quelqu'un de Nice ensuite qui sera disponible. Alors, merci de m'accueillir. En revanche, je ne sais pas si la vidéo est possible à activer quelque part. Elle ne me semble pas se manifester quelque part. J'en suis navré. Là, par contre, je n'ai pas de bouton sur lequel… Bon, Julien, si vous pouvez juste en audio poser votre question, ça sera une première intervention possible. Voilà, attendez, c'est en train de bouger, donc on va peut-être pouvoir me voir. Bon, peu importe. Merci beaucoup, hein, monsieur le ministre, de discuter avec nous. Je me fais le représentant du Nord-Pas-de-Calais qui est en attente sur d'autres sujets en ce moment, mais il est vrai que finalement, ça rejoint la question de confiance et vis-à-vis du gouvernement, et le niveau d'acceptabilité des mesures, on le verra ce soir, fait partie intégrante des questions qui nous sont posées au jour le jour par le biais du courrier des lecteurs numérique qui nous revient. C'est quelque chose qui a profondément modifié notre métier que d'avoir accès à flux ouvert, à tonneau ouvert, réaction des lecteurs par le biais des réseaux sociaux, et ce qui a profondément aussi, hein, pour nous, modifié la relation qu'on a avec eux. On est finalement, mais tout comme vous, à portée d'engueulade, et c'est ce qui est devenu réellement un élément totalement neuf par rapport à ce qui pouvait être avant le quotidien du journaliste, qui a été peut-être plus préservé 24 heures sur 24 de ces manifestations. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans votre propos, c'est ce que vous avez dit sur les démocraties qui n'étaient pas prêtes à cette dérégulation cognitive. Et j'avoue que ça m'a posé une question sur la notion d'immédiateté qui est toute contenue dans le numérique. Vous êtes le premier placé pour savoir que plus la technologie avance, et la 5G évidemment pose cette question, plus cette capacité d'avoir accès à l'information et à un volume énorme d'informations est possible. Et d'un autre côté, ça me rappelle une phrase de Nicolas Bouvier qui disait « Nous nous privions de tous les luxes, hormis du plus précieux, la lenteur ». Beaucoup de nos concitoyens s'interrogent véritablement sur cette course à l'échalote autour de l'immédiateté, autour du volume d'informations, autour de cet accès immédiat aux choses. Et les maires de nos communes en sont les premiers acteurs, car ils se rendent bien compte que, alors même que le consommateur a dorénavant, ou l'électeur a accès sur le numérique
à des interlocuteurs, il a du mal à comprendre pourquoi la réponse prend plus de temps. Pourquoi, alors même que la question est immédiate et que la première réponse est immédiate, par contre l'action gouvernementale ou l'action municipale a plus de mal. Et ce qui veut dire qu'on a un double mouvement, à la fois une demande de réponse immédiate et en même temps de devoir comprendre que tout ne se fait pas d'une façon aussi rapide qu'on le souhaiterait. Et d'autres aussi, et je termine là-dessus, excusez-moi, je suis très long dans ma question, mais réclament aussi la déconnexion. On retourne dans les villages, on souhaite ralentir. Est-ce que, pour terminer donc, est-ce que dans votre réflexion sur l'avancée du numérique, vous concevez aussi la lenteur ou comme une donnée prépondérante pour aussi faire accepter cette politique numérique? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. D'abord, j'abonde complètement sur dans votre sens. Je prends cet exemple-là, mais à titre personnel, j'ai désinstallé l'application Twitter. Partant du principe d'abord qu'il y avait une forme de vérité complètement biaisée sur les réactions sur cette plateforme. D'ailleurs, elles sont confirmées par les profils des gens qui y sont dans les sondages. Et puis par ailleurs que la dynamique et la dialectique, une question, une réponse, et d'être toujours dans le flux, était délétère en matière de réflexion, délétère en matière de capacité à analyser, etc. etc. Je complète et après je réponds. Vous évoquez la demande de lenteur et de déconnexion des villages. Moi qui suis ministre des Télécommunications et qui suis en charge des zones blanches et du déploiement de la fibre, je peux vous dire qu'aujourd'hui, elle n'existe pas. Il y a la demande de la ruralité française et la demande du périurbain français, c'est une demande de connexion. C'est une demande de connexion à ce qui est une infrastructure vitale. J'étais avec des sénateurs ruraux il n'y a pas très longtemps et on a eu cette question-là et la réponse a été « ça c'est un truc de bobo ». Je ne le dis pas pour… Voilà, mais vous et moi pouvons nous sentir… Il y a vraiment une asymétrie. Vous et moi pouvons sentir un besoin de ralentir. Toute une partie de la société, son rapport au numérique, c'est qu'elle n'est pas dedans et qu'elle est exclue d'un univers qui est un univers absolument… qui est un univers essentiel aujourd'hui. Mon sentiment, c'est comme pour les réseaux sociaux. Si vous me demandez aujourd'hui si en l'état actuel, les réseaux sociaux ont été bénéfiques ou négatifs à la démocratie, je ne suis pas certain que la réponse soit que nos sociétés aient bénéficié de l'apparition des réseaux sociaux dans la situation actuelle. Maintenant, ils sont là et il faut faire avec. Le numérique est là, l'instantanéité, les messageries instantanées, les blogs, les réseaux sociaux, la télévision en continu est là. Et il serait malvenu que l'État décide ce qui est bien ou pas de manière individuelle et fasse une sorte de police de ce qui est sain ou pas. Je pense que ça serait démocratiquement extrêmement problématique. Et donc, c'est pour cela que vous avez en somme raison, mais la seule manière de le contrer, c'est l'éducation. C'est l'éducation et la formation. C'est pour ça que je dis qu'à long terme, c'est le seul élément qui est indispensable. Et d'ailleurs, dans la lutte contre l'électronisme, ça doit être une partie qui est absolument indispensable. Quand on lutte contre l'électronisme, on lutte contre des proies faciles à la désinformation, à cette surconsommation numérique, aux risques qui sont liés aux données, etc. etc. Quand je disais que nous n'étions pas prêts, mais nous ne pouvions pas faire autrement, c'est qu'une révolution technologique est arrivée, qui a tout changé, du sol au plafond, et que nous n'avions pas les institutions, les réflexes, la formation et l'indépendance individuelle pour y faire face. Excusez-moi, je me permets de relancer, mais pensez-vous qu'à l'heure actuelle, justement, l'éducation soit en phase avec la révolution numérique qui est en cours? Est-ce que concrètement, le fleuve ne va pas trop vite au regard du rythme de l'éducation? Si je réponds à cette question de manière globale sur l'éducation nationale française en règle générale, je veux dire, si je me contemple, je me désole, si je me compare, je me console. C'est un énorme problème auquel l'ensemble des pays démocratiques doivent faire face. Je dis démocratique parce que les seuls qui régulent bien l'espace informationnel et de manière efficace, ce sont les pays autoritaires. Et ils le font de manière très, très efficace. Il y a beaucoup moins de haine en ligne en Chine que sur les réseaux sociaux français. Et d'ailleurs, on doit s'en soucier parce que si
les seuls à réguler efficacement l'espace numérique et à protéger leurs citoyens de cette manière sont les pays autoritaires, alors les citoyens finiront par voter pour des solutions autoritaires. S'agissant de l'éducation nationale, quand on fait la comparaison au CDE des formations à la fois au code et, on va dire, à la grammaire du numérique dans l'ensemble de l'éducation nationale, la France n'est pas loin d'être le pays le plus en avance. Dans un paysage international qui n'est pas fameux, mais l'introduction d'enseignement numérique et technique généralisé en seconde pendant 1h30, il n'y a pas un pays de l'OCDE qui l'a généralisé. Vous avez des écoles qui sont plus en pointe en Angleterre, aux États-Unis, mais sur une population globale, personne ne l'a fait. Donc on doit continuer à progresser. Je crois que c'est un sujet qui préoccupe Jean-Michel Blanquer. On n'est pas en avance, mais on est encore moins en retard que les autres, si je puis. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, et merci à Julien d'avoir pu intervenir et prendre de son temps précieux dans une région peut-être un peu plus préoccupée que d'autres pour l'information que nous attendons tous ce soir, 19h. Le temps court vite, il nous reste une dizaine de minutes grand maximum. Nous avons de Nice un ami de la revue civique, David Lacomblet, qui préside un think tank spécialisé sur les enjeux digitaux, qui aurait apprécié vous adresser une question, et après je passerai la parole à Martial Foucault. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Cédric, Jean-Philippe et Martial. J'espère que vous m'entendez. Très bien. Merci beaucoup, David. Merci. Ma question est simple. On voit que les entreprises parlent sans cesse d'innovation, alors que la notion de progrès a littéralement disparu du récit politique. Est-ce que ce n'est pas de nature à creuser encore un peu plus un fossé et à nourrir la crainte des citoyens et à attiser finalement leur défiance? Alors, c'est une excellente question, David Lacomblet. Je pense que vous mettez le doigt sur un sujet qui est absolument essentiel. J'ai eu l'occasion d'en parler il y a assez récemment avec Étienne Klein sur la différence entre innovation et progrès. Effectivement, je pense que nous parlons beaucoup d'innovation, nous avons perdu le sens du progrès. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, alors ça, je ne fais que retranscrire ce que m'a raconté Étienne Klein, mais qui était extrêmement intéressant, qui me disait qu'il y avait eu des études étymologiques sur sur le mot innovation, et que innovation, en fait, à l'origine, désigne un appendice à un contrat qui permet de maintenir la validité du contrat. Donc c'est intéressant parce que historiquement, l'innovation permet grosso modo de se maintenir à niveau. Ce n'est pas un progrès, l'innovation, c'est un appendice à une technologie actuelle qui permet de se maintenir à niveau. Et là où je suis totalement d'accord, c'est que le sujet n'est pas tant de l'innovation des petits pas et des appendices au contrat. Le problème est la question de sommes-nous d'accord pour dire sur cette question du progrès. Et c'est là, je pense, qu'il y a une rupture, mais qui est une rupture collective. L'innovation, pour moi, me semble plutôt de l'ordre individuel, en tout cas du bénéfice individuel, alors que le progrès a une dimension collective qui, elle, est profondément menacée ou en tout cas questionnée par les dynamiques internationales et les dynamiques économiques, technologiques, sociales et démocratiques que nous connaissons actuellement. Merci beaucoup. Merci David, merci Monsieur le ministre. Martial, peut-être un mot, une question. Et puis je crois qu'il y a peut-être aussi un journaliste de la rédaction de La Croix qui pourrait être disponible, et je pourrais reprendre aussi des questions écrites. Oui, merci Jean-Philippe. Oui, moi, je voudrais réagir sur 2 points que je vais combiner autour d'une seule question. Votre propos sur la surestimation finalement du niveau de maturité de nos démocraties, c'est très intéressant parce que je crois que c'est un sujet qui est fondamental, et le parallèle qu'on peut établir avec nos régimes politiques, démocratiques ou autocratiques, puisque vous l'avez indiqué, sur ce qui distingue les formes de régulation, ou au fond d'absence de régulation pour les régimes autocratiques, en tout cas une régulation verticale. Ce qui m'amène à vous interroger sur peut-être un sujet que vous avez commencé à aborder, qui me semble essentiel. Quand vous évoquez les travaux de Gérald Bronner, effectivement, on voit bien qu'il y a une sorte de bataille de l'attention, notamment sur les réseaux sociaux, mais de manière plus générale sur vraiment la révolution technologique
numérique qui a introduit ce flot d'informations et peut-être même un trop-plein d'informations. Parce que je crois que le sujet, il est du trop-plein et qui pose d'ailleurs une vraie question, sans doute pour vous comme acteur public, comme ministre, sur le périmètre à définir pour savoir ce que l'on doit réguler, ce qui touche à une dimension des libertés publiques et donc également, j'allais dire, à l'esprit éclairé. Et puis, ce qui est, dans une vision peut-être plus paternaliste, ce qui est essentiel pour que précisément nos démocraties continuent à bien fonctionner. Donc, je vois bien que l'équilibre est très compliqué. Et ce que vous avez dit me fait penser à un sujet qui est très ancien, mais en fait, on a deux conceptions de la démocratie qui s'opposent. Et je crois que le numérique ne va pas nous permettre de trancher. Vous défendez quasiment j'allais dire, une démocratie qui est à mi-chemin entre Platon et Aristote, parce qu'on aimerait que cette révolution technologique soit portée au nom d'un progrès et qu'il y ait un destin collectif qui puisse associer le commun, et donc l'ensemble des individus dans ce progrès. Et quand vous citez l'exemple de la Corée du Sud, c'est fascinant. Effectivement, la progression en un demi-siècle entraîne, évidemment, il y a une émulation collective et qui peut permettre effectivement à la confiance d'être peut-être, nous, observateurs, un des ressorts. Et je crois que quand vous dites cela, vous dites aussi que c'est peut-être autre chose que la confiance. Et donc, d'où ma question. Moi, dans mon esprit, il y a deux, je vais reprendre l'expression consacrée dès le départ, il y a deux moteurs, il y a deux ressorts de la croissance, de la défiance ou de la confiance. Pour moi, la confiance, elle s'appuie, sur la question de la proximité, et tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure sur la ruralité est une bonne illustration que on a besoin à ce que cette ruralité soit aussi connectée, sinon on crée une sorte de schisme social. Et puis, il y a un deuxième ressort qui est cette notion de compétence, mais aussi, au fond, de loyauté, d'honnêteté, de probité. Et il me semble qu'aujourd'hui, ce qui se pose à nos démocraties du rôle des transformations numériques, c'est, et je prends l'exemple Stop Covid, la différence, me semble-t-il, entre les deux applications et le succès de la deuxième application, c'est peut-être pas tant que l'ensemble des citoyens français se sont rangés derrière les arguments du gouvernement, mais davantage ce que vous avez dit, c'est très juste, l'internaute consommateur ou l'internaute citoyen sont deux figures totalement opposées. Et donc, oui, il y a une sorte de consumérisme qui, aujourd'hui, nous empêche de distinguer ces deux formes de démocratie qui sont en suspens, une démocratie éclairée qu'aurait pu plaider Platon, et puis une démocratie plus aristotelienne, en quelque sorte, qui, elle, considère que oui, ce consumérisme, il est présent. Eh bien, c'est là le rôle de l'État d'apporter des régulations pour qu'effectivement, il soit le commun de chacun. Et s'il y a un commun, alors il y a un destin. Et c'est peut-être ce destin qui construit, au fond, l'optimisme dont la France semble manquer. Alors, il y a beaucoup d'éléments. La difficulté principale, me semble-t-il, à laquelle nous sommes confrontés, c'est la légitimité de la régulation. Je veux dire, tout le monde demande de la régulation, mais personne ne reconnaît à quiconque, à part à soi-même ou à quelqu'un qu'on connaît, pour revenir sur la proximité que vous évoquez, mais qu'on connaît personnellement ou qu'on croit connaître personnellement, la légitimité de la régulation. Moi, je veux dire des choses de manière extrêmement directe. Je suis extrêmement partagé, en tant que responsable politique et responsable public, entre l'impératif urgent de faire réintervenir l'État, la régulation, le pouvoir public, les autorités indépendantes dans cet espace-là dont on ne voit pas comment il ne terminerait pas en catastrophe si on ne prend pas de mesures prophylactiques. Et, pour le dire très directement, l'État, par essence et par nature, cherchera toujours à augmenter son domaine de compétences et son pouvoir, parce qu'il cherche à réguler. À partir du moment où c'est son métier de réguler. Et avec tous les problèmes que cela pose. Et aujourd'hui, je pense que la question de la régulation n'est pas indépendante de la légitimité de la régulation et de la forme de légitimation de la régulation. Et c'est quelque chose auquel je n'ai pas beaucoup de réponses.
la question de la Convention citoyenne étant assez intéressante, c'est un essai avec toutes ses limites et ses bénéfices d'ailleurs, de nouvelles légitimations, en tout cas pas de la régulation, enfin si, de la production de la norme. Et je pense que sur ce sujet-là, nous ne nous en sortirons pas sans une forme d'alliance de toutes les parties prenantes de bonne volonté, qu'il s'agisse de la société civile, des médias et de l'État, pour définir à un moment un consensus sur ce qui est acceptable, dans un moment où, oui, il y a des principes de liberté qui sont indispensables, oui, tout le monde est d'accord pour investir sur l'autonomisation, mais il y a quand même un sujet prophylactique à court terme. C'est que là, on voit bien le chemin que nous sommes tous en train de prendre, et je pense encore une fois que le Capitole, ce n'est que le début, et que si nous ne sommes pas capables avant de définir un terrain d'atterrissage sur ce que nous estimons acceptable en termes de régulation, y compris parfois en allant un peu à l'encontre de ce que chacun aimerait, y compris l'État, nous allons terminer très très mal. Je pense que nous sommes dans une forme de théorie des jeux, mais dans l'équilibre inférieur, et qu'à la fin, on sait que ça se finit toujours mal, quoi. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Donc, on aborde vraiment les dernières minutes de notre belle séquence. On aura des prolongations, peut-être, comme on dit en télévision, hors antenne, mais peut-être qu'un dernier intervenant, je pense notamment à François Arnonwein du journal La Croix, qui travaille beaucoup à ces enjeux pour ce groupe de presse, peut intervenir, sachant que dans nos questions écrites, il y avait des choses et pourrait peut-être résumer, et ce sera peut-être votre mot de la fin, Cédric O, sur l'enjeu européen. C'est que la confiance peut progresser avec la notion de souveraineté que vous avez évoquée tout à l'heure, mais qui peut s'appliquer aussi un peu, beaucoup, passionnément ou pas, au niveau européen, sachant que beaucoup de défiance naissent aussi des géants du numérique mondiaux qui sont malheureusement pas pour l'Europe européen, mais beaucoup américains et commence aussi chinois dans un autre domaine qui n'est pas démocratique. Voilà, merci François Arnonwein d'intervenir rapidement et de manière succincte pour qu'on puisse respecter. Je vais essayer de faire vite, mais je voudrais quand même remercier le ministre pour l'équilibre de son propos sur les questions de formation et régulation. Je voudrais revenir un instant à la question de la régulation. Il y a de gros efforts à faire en direction des GAFA qui prennent une part considérable dans l'espace d'Internet. Et ce qui me frappe, c'est la difficulté qu'ont les États aujourd'hui pour lutter contre cette emprise des GAFA, dont le moteur économique est le clic, l'audience, et qui donc ont tout à gagner à l'hystérisation des débats, puisque cette hystérisation provoque de l'audience. Donc il y a cet aspect-là des choses. Et sur la régulation, l'autre aspect assez important dans la bataille avec les GAFA, c'est la question des droits voisins et des droits d'auteur. Or là, il semble que la résistance qu'ils organisent aux législations, aux directives mises en place est assez spectaculaire et assez inquiétante. Je voudrais avoir votre sentiment sur cet aspect des choses, sachant, dernier aspect de la régulation, on a évoqué tout à l'heure les déserts numériques, mais les grands opérateurs en France ont une délégation de service public et ils remplissent très imparfaitement leur mission. Et là aussi, c'est un enjeu de régulation. Comment est-ce que l'État peut obtenir d'eux qu'ils soient des prestataires de meilleure qualité sur l'ensemble du territoire? Alors, vous ouvrez un champ de questions qui est assez large. Alors, oui. Je vais me permettre, compte tenu du temps limité, si vous m'y permettez, on pourra peut-être poursuivre. Je ne suis pas d'accord avec vous sur le troisième point, mais ça nécessiterait tellement de développement que bon, mais on va passer. Voilà, je vous propose qu'on puisse en parler en aparté sur le sujet, mais je ne suis pas d'accord avec vous sur le troisième point. Il y a pas, les choses sont imparfaites, mais il n'y a pas un pays en Europe qui investit autant dans ses infrastructures. Il n'y a pas un pays qui est mieux fibré que la France en Europe, et la moitié de la fibre européenne s'installe en France. Par ailleurs, sur la question des zones blanches, c'est toujours trop lent, mais il n'y a pas un pays qui est mieux couvert en termes de téléphonie mobile. Contact. Tout est perfectible, mais quand on se compare, on se console un peu, même si j'ai conscience qu'il y a un sujet d'équilibre du territoire qui est prégnant. Pour aller rapidement, mais là encore, je pense que c'est des sujets absolument passionnants qui nécessiteraient plus de temps. Là où vous avez totalement raison, c'est que le sujet économique prime surtout. C'est le problème que nous avons. La question démocratique est un symptôme, et n'est pas l'origine. C'est-à-dire, le fond du sujet
et d'attaquer le problème par ses racines économiques. Oui, il y a des sujets qu'il faut de régulation des contenus, etc. Mais nous ne réglerons rien tant que nous ne réglerons pas deux problèmes. Un, la question du business model, pardon d'utiliser cet anglicisme que vous évoquez, c'est-à-dire que si on utilise l'objet informationnel comme support de publicité, eh bien, c'est l'information la plus choquante, la plus marrante, la plus sexy, la plus violente qui primera toujours sur l'information de qualité parce qu'elle rapporte plus d'argent. Donc, comment on régule? Il y a beaucoup de questions qui se posent, mais en tout cas, il y a ce premier sujet qui est voilà, le premier business model. Et il y a un deuxième élément qui, là, lui, est au cœur des régulations européennes qui sont en cours de discussion et qui est absolument indispensable, c'est le caractère naturellement oligopolistique de l'économie numérique qui vient empirer les choses et créer des entreprises d'une empreinte et d'une complexité technologique telles que nous ne les avons jamais connues, et donc d'une puissance telle que nous ne l'avons jamais connue, qui permet à Google ou à Facebook de poser les problèmes que vous évoquez sur les droits voisins. S'il y avait de la concurrence et il y avait des alternatives, ce problème n'existerait quasiment plus, puisque les médias pourraient refuser d'être référencés par Google pour aller chez le concurrent et qu'il y aurait un équilibre de marché qui se créerait, en tout cas un meilleur... Mais c'est un monopole. Voilà, et le problème étant lié vraiment à cette situation de monopole. C'est pour ça que le Digital Market Act, qui est la régulation proposée par Thierry Breton et Margrethe Vestager, qui est un élément essentiel, un objectif essentiel de la présidence française de l'Union européenne. J'étais juste avant vous en discussion avec les Slovènes, qui sont la présidence juste avant nous, pour discuter justement de ce sujet, est une régulation qui est, j'ai eu l'occasion de signer un petit papier dans Esprit, pardon, c'était des concurrents, mais sur le... Des amis. De la régulation, de ces sujets de régulation économique, je pense qu'il est absolument central. Sur la question des droits voisins, je pense que le match n'est pas fini. On voit qu'il y a des progrès qu'on peut discuter ou contester qui ont déjà été faits au niveau français. Sont-ils suffisants? C'est à l'autorité de la concurrence de le dire. D'abord, ils n'ont pas été signés avec tout le monde, donc il faut qu'ils soient signés avec tout le monde. Il y a des bras de fer qui existent en Australie. Il y a une législation européenne qui postule des choses et il y a eu un arrêt du Conseil d'État. Je pense que les choses sont en train de progresser. Est-ce que nous sommes au bout de l'histoire? Loin de là. Merci pour vos réponses. Merci beaucoup. Merci à Monsieur le ministre d'avoir pu prendre de son temps précieux pour cette séquence, qui est la première et que nous pourrons prolonger en dehors de ce moment d'antenne. Et merci à François Erdenwein du groupe Bayard et de la Croix d'avoir pu intervenir. Aussi, Martial, on est ravis de cette première séquence. Elle est, bien sûr, on pourra la compléter différemment peut-être dans d'autres occasions, avec vous compris d'ailleurs, Cédrico. On sera ravis de voir aussi l'évolution des chantiers de régulation qui sont à l'ordre du jour aujourd'hui pour la France et l'Europe. En tout cas, merci à vous tous. Nous rejoindrons collectivement avec une collègue à vous d'ailleurs, Cédric O, le 29 mars, hein, ce sera un lundi soir à 18h30 si je me souviens bien, qui est en la personne d'Amélie de Montchalin sur les enjeux de confiance dans les services publics, et aussi nous aurons d'autres profils comme indiqué, comme celui de François Hollande ou du président du CSA et d'autres personnalités politiques d'opposition qui viendront naturellement et nous rassurons bien sûr tout le monde des chercheurs sur la pluralité de notre rendez-vous question de confiance. Mais Martial, je pense que nous avons une première séquence très réussie et qui est très prometteuse pour la suite. Oui, merci Jean-Philippe. Je sais qu'on a débordé, mais donc on apprendra la prochaine fois, et ayez confiance en nous pour respecter le temps que nous avions réservé. Non, moi je suis très, très heureux de ce premier échange. On a abordé beaucoup plus de sujets que ceux auxquels nous avions initialement pensé. Donc vous en êtes à l'origine, Cédrico. Donc un grand merci pour la sincérité et la profondeur de vos réflexions. Effectivement, j'espère qu'on aura l'occasion de rassembler tous ces éléments d'entretien sur peut-être un travail plus classique, mais écrit, et nous permettrons de revenir vers vous sur le principe de validation. Merci encore, merci à toutes et merci à tous. Merci à tous nos amis, et peut-être quelques questions écrites auxquelles on n'a pas pu forcément répondre seront transmises à votre cabinet, Monsieur le Ministre, pour avec plaisir. Les réponses qui pourront être précises sur des points intéressants qui ont été soulevés par notre public. Et si vous avez d'ailleurs, on considère que la réunion est terminée, mais si vous aviez
si vous êtes d'accord, 3 minutes d'antenne pour une petite vidéo à D'accord.